Bonjour à tous et bienvenue à ce rendez-vous quotidien consacré au brame du cerf sur France Télévisions. Une immersion continue durant 3 semaines au cœur de la forêt de Rambouillet pour découvrir l'un des spectacles les plus saisissants du monde sauvage. Nous recevons aujourd'hui Vincent Lecomte, artiste, enseignant et docteur en esthétique et en sciences de l'art, pour retracer l'évolution des représentations du cerf dans le monde de l'art. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors depuis quand le cerf, cet animal si emblématique, est-il représenté dans le monde de l'art ? Si on prend l'exemple de la grotte Chauvet, le cerf est déjà présent, on est à moins 36 000, et il a déjà une place relativement importante dans ce bestiaire en fait rupestre. Parler du monde de l'art, c'est toujours un petit peu difficile pour reprendre un petit peu cette formule, puisqu'évidemment la notion d'art est relativement récente, mais en tout cas on peut parler de représentation, et ces représentations en fait ont été interprétées de différentes manières, qu'il s'agisse en fait de les relier à un rite chamanique, d'autres formes de rites, la notion de guérison par exemple, la notion de transmission de savoir. Certains y ont vu des ex-voto ou peut-être des souvenirs ou des récits même par exemple des récits évidemment de chasse, peut-être même déjà les débuts de mythologie. Tout reste encore à découvrir en quelque sorte, puisque ce ne sont que des possibilités, des interprétations plaquées justement sur ces images. Mais le cerf est présent. Alors le cerf, en fait, on a différentes versions en fait du cerf, puisque il est présent sur presque tous les continents, sauf sur l'Afrique subsaharienne et l'Océanie. Mais on retrouve évidemment en Europe le cerf Elaf, qui va vraiment être très présent. Et puis on a aussi un cerf qui a disparu, qui était un cervidé en fait, qui s'appelait le mégacéros, ou alors le mégalocéros, ça dépend des appellations, et qui était vraiment une bête majestueuse, puisque avec les bois, il atteignait à peu près 3,50 m. Donc c'est vraiment un animal qui devait être particulièrement impressionnant. Donc ça, on le retrouve en Europe. Après, on retrouve aussi en Asie du Nord, par exemple, dans les représentations pariétales, les élans ou les rennes. On retrouve en Amérique le cerf de Virginie, le wapiti, le caribou, etc., etc. Donc on va retrouver quand même différentes formes de cervidés. Après, les interprétations donc sont multiples. C'est pas simplement, le cerf n'est pas simplement le gibier un peu d'excellence, parce que au niveau du rendement, évidemment, c'est un animal qui est très intéressant. Mais c'est aussi, si on en croit par exemple André Leroi-Gourhan, en fait, c'est un petit peu comme s'il appartenait à une sorte de langage visuel que l'on a, qui se déploie justement sur ces parois, et qui évidemment a une place particulière dans ce bestiaire. Ce serait un peu pour lui l'un des termes en fait, et ça on le retrouvera dans différentes époques, l'un des termes d'une opposition. Par exemple, il fait des oppositions masculin-féminin, fécondité, force. Et il le met en lien, évidemment, avec la conception sexuelle, qu'on va aussi retrouver à différents moments, parfois de manière paradoxale, parce que parfois, il va représenter aussi la pureté. Donc, après, évidemment, et ça aussi, c'est quelque chose d'assez récurrent, il y a la notion de cycle vie-mort, le lien avec la fertilité, la nécessité aussi de la mort pour la survie, etc., etc. Et on a un lien avec un monde spirituel. Mais alors tout ça, c'est toujours des hypothèses, hein, bien évidemment. Et parfois même des liens qui sont faits avec... Il y a des liens qui sont faits entre justement ces représentations pariétales et puis des manifestations chamaniques, comme a pu le faire justement l'anthropologue Charles Stepanov, sur cette façon en fait de trouver des pratiques qui sont fondées justement sur le rapport à l'animal, ou sur l'investissement en quelque sorte symbolique dans ces animaux. Et est-ce que la représentation du cerf varie selon le contexte, qu'il soit religieux, naturaliste ou politique ? Alors ça pour la partie, on va dire, préhistorique, c'est très difficile de pouvoir en fait avoir un discours définitif. Mais par contre, pour les âges qui vont suivre,
Oui, tout à fait. Parce que dans l'Antiquité, par exemple, le cerf est plutôt en lien, donc évidemment avec la chasse, avec le spectacle. On le retrouve dans des décors de maisons ou d'amphithéâtres. Mais à l'ère chrétienne du Moyen-Âge jusqu'à l'époque moderne, en fait, c'est un symbole religieux et politique. Donc, on le trouve dans des rites initiatiques. On le retrouve par exemple dans les préparatifs du baptême. Et là, c'est des décors de basilique, par exemple, qui peuvent être pris comme exemple. Il y a la notion de régénération aussi, qui arrive assez souvent. Il y a la notion de... il va incarner la lutte contre le démon ou contre le mal. Donc, il va aussi incarner... l'âme en quête de Dieu, parce que dans le psaume 42, donc dans la Bible, on a cette phrase, alors c'est une des traductions possibles, « Comme un cerf assoiffé cherche l'eau vive, mon âme te cherche, mon Dieu ». Donc on a vraiment quelque chose de, véritablement lié à la ferveur en fait religieuse. Et d'ailleurs, ça a donné une superbe pièce de Mendelssohn qui a repris ce psaume d'une manière magnifique. Alors, c'est l'incarnation aussi du Christ, et on va le retrouver dans de nombreuses œuvres, que ce soit des vitraux, des enluminures, des sculptures, des peintures, etc. Et on a évidemment autour de ça la figure de Saint Hubert, qui va être assez récurrente à partir d'une certaine époque. Saint Hubert, en fait, pour reprendre rapidement l'histoire, en fait, c'est un chasseur qui voit apparaître un cerf magnifique, qu'il a du mal d'ailleurs de chasser, et qui, entre ses doigts, porte une croix lumineuse. Alors, il y a des versions un peu différentes. Et là, on est à la fin du 7e siècle, début du 8e siècle. Et en fait, ce chasseur va se convertir à la foi chrétienne et devenir l'évêque de Liège et le saint patron des chasseurs, justement, à la suite de ça. Donc, on a vraiment quelque chose d'assez important. Et on a, par exemple, des moments de la chasse qui vont être particulièrement représentés. Je pense à ce qu'on appelle l'halali, c'est-à-dire le moment où on sonne la trompe pour ramener les chiens, l'animal est mort ou mourant, et c'est vraiment une sorte d'acmé un petit peu de cette chasse, puisque l'animal a été trouvé et tué. Et on a des représentations justement de cet halali, pareil dans les vitraux, enluminures, etc., etc. On a, alors de manière beaucoup plus récente, on a un magnifique tableau de Courbet, Gustave Courbet, évidemment, très connu, qui met en scène ce cerf attaqué par les chiens, regardé par les chasseurs, et c'est évidemment l'halali du cerf. Parmi les grands mythes dans lesquels figure le cerf, il y a également l'histoire d'Actéon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer son propos et comment cette histoire nourrit les représentations artistiques ? Alors, l'origine, elle est grecque, puisque on la retrouve aussi bien chez Ovide dans ses Métamorphoses, on la retrouve aussi chez Apollodore avec une version un peu plus courte, et également chez Euripide. Alors, l'histoire a plusieurs variantes, en fonction justement des auteurs. C'est un chasseur ou un prince qui est réputé pour sa virtuosité. Donc, c'est quelqu'un qui excelle dans la chasse, dans l'art de la chasse, et pour son amour, alors ça dépend des versions, de la nature et des animaux. Donc, Actéon surprend la déesse Artémis, qui est Diane chez les Romains, qui est vue nue dans un bain entouré de ses nymphes, par accident selon Ovide. La version peut varier suivant les auteurs, ou par curiosité, ou tout simplement parce que Artémis, précédemment, lui aurait déjà fait subir un sort. Et en fait, la déesse furieuse, donc évidemment, d'être venue, le transforme en cerf. Les propres chiens d'Actéon ne le reconnaissent pas et le dévorent. Ça, on va dire, c'est l'histoire de base. Après, dans l'interprétation, ce qui est intéressant, c'est que ça ouvre sur tout un champ à la fois symbolique et psychologique qui est d'une richesse, je trouve, inouïe. Parce qu'évidemment, on a la punition divine, on a la transgression de l'interdit, on a tout le côté, toute la part de fragilité morale qui existe dans l'homme, c'est-à-dire vraiment
le mal. On a des interprétations psychanalytiques autour du franchissement de l'interdit par le regard, etc., etc. On a aussi la notion de métamorphose, puisque c'est dans les métamorphoses d'Ovide, entre autres. Et on a le rite de passage, justement, de l'état humain à l'état sauvage. On a une sorte de leçon de respect à la fois de la divinité, mais aussi de la nature. Cette punition, ça peut être aussi une vengeance du vivant contre l'humain qui abuserait justement de ce milieu, de ce qu'offre la nature. Et chez Ovide, Actéon, alors ça c'est intéressant, connaît la condition animale puisqu'il va vivre la crainte. Donc, il va se retrouver comme une bête sauvage, c'est-à-dire celle qu'il traquait avant, puisque le chasseur devient chassé. Et en fait, connaissant la crainte, il est tout le temps à l'affût et il est vraiment en situation en fait de bête sauvage. Donc, il y a un passage aussi dans la conscience animale qui est vraiment intéressant dans ce mythe. Et il y a une sorte de chimère psychologique, en fait, qui conduit justement à cette fameuse prise de conscience. Donc, le mythe d'Actéon, on va le retrouver dans la littérature et dans tous les arts, quoi. Est-ce que le cerf continue encore aujourd'hui à fasciner les artistes du monde entier ? Alors oui, bien sûr. Ne serait-ce que, alors en dehors évidemment de tout l'aspect, on va dire décoratif, communication visuelle, etc., que l'on peut retrouver depuis déjà plusieurs dizaines d'années, un peu tout autour de nous, on va dire. Mais vous avez par exemple, je prends un exemple dans le monde de l'art, vous avez une exposition collective en 2022 qui se passait à Bastogne en Belgique et qui s'appelait Cerf et qui montrait tous les aspects de la figure du cerf et surtout tous les imaginaires qui peuvent circuler autour de cette figure. Et on a plusieurs façons, surtout dans l'art contemporain, de mettre en scène le cerf qui n'est pas toujours justement... qui peuvent être des façons qui peuvent être contradictoires. Par exemple, on peut avoir le cerf en majesté, une sorte de pureté, de pouvoir de la nature, de force tellurique. Donc je pense à Koe Nawa, qui est japonais, qui, à travers Pixel Deer, en fait, montre des cerfs... Des cerfs naturalisés, couverts d'innombrables bulles de verre, en fait, de tailles différentes, qui vont représenter pratiquement une sorte de pixelisation de l'animal, mais en même temps va jouer sur la lumière, sur l'effet de loupe, etc., et va redonner en fait une sorte de côté fascinant, presque mythique à cet animal. On a aussi Gloria Friedman, qui est une artiste qui, depuis les années 80, place le cerf à différents endroits, on va dire, de son parcours artistique. Alors elle, c'est plutôt le cerf trônant au-dessus de différents éléments, ou alors vraiment en majesté, c'est vraiment le terme. Par exemple, on a une installation qui s'appelle Envoyé spécial, qui date de 95, et en fait, c'est un gros bloc de journaux, en fait, compressés, sur lesquels le cerf, justement, en majesté, vient trôner. Et évidemment, chez Gloria Friedman, on a toute cette question de conflit entre la société et la nature, entre la politique et l'écologie, et la bête, en quelque sorte, devient le gardien, en fait, de l'ordre du monde. Après, il y a toujours le côté aussi cosmogonique qu'on retrouve à travers différentes époques, dans lequel le cerf, justement, parfois a une place. Alors, on peut faire aussi des parallèles avec d'autres artistes. Je pense à l'Arte Povera, à Mario Merz, qui va créer des structures comme par exemple des igloos, souvent en récupération, en haut desquels parfois il va placer un cerf. On a le cerf peut servir aussi de prisme dans une lecture des activités ou des travers humains. On a certains cerfs qui vont être des cerfs presque de réconciliation. Je pense à des œuvres de Julien Salot, par exemple. Il a fait une série qui s'appelle Printemps avec nymphes de cerf en 2013.
Et c'est une taxidermie de cerf, en fait, recouvert de peausserie de chevreuil. Donc il y a un mix un peu entre cerf et chevreuil, et puis de différents éléments comme des perles et autre chose. Il a fait aussi, alors ça c'est un jeu de mots, il a fait cerffaure, C-E-R-F-A-U-R-E, qui est en fait une sorte de centaure. Mais de centaure, cette fois-ci, c'est une chimère entre un cerf et lui-même, puisque c'est le moulage de son propre corps. Donc je trouve qu'on retrouve encore Actéon, parce qu'on a vraiment l'humain, et en l'occurrence l'artiste, qui rentre dans le corps du cerf et qui va jouer comme ça de manière hybride. Après, on a tout un tas d'artistes encore. Je pense à 2 autres artistes. Je pense à Emma Barter, avec laquelle j'ai travaillé, qui est une photographe, qui montre dans un paysage pyrénéen un homme portant des bois de cerf et montrant une sorte de relecture du paysage. Et c'est comme un retour à une époque légendaire ou un peu mythique. Et enfin, il y a aussi Ghislain Berthelon qui, lui, va, à travers Vanitas, en 2011, montrer un cerf dont la tête est courbée parce que ces bois sont beaucoup trop lourds. Et c'est vraiment l'orgueil, le pouvoir qui est abattu, qui est déchu. Donc on a vraiment une version plutôt déchue du pouvoir, avec quand même la notion de renaissance, parce que il y a des petites mouches qui sont présentes et des petites têtes de mort qui montrent aussi, un petit peu comme les mythes liés au cerf qui parlent de régénération, qui montrent aussi une sorte de renaissance justement de l'animal. Le fait qu'on soit moins amené aujourd'hui à côtoyer cet animal dans notre quotidien, est-ce que ça a fait évoluer la représentation de cet animal, peut-être les symboliques qu'il peut y avoir? La distance avec le monde animalier, on va dire, accentue en fait le caractère symbolique et esthétique. C'est-à-dire qu'il y a une réification de l'animal, on est vraiment dans l'objet animal, d'une part. Mais d'autre part, la plupart des gens sont de mieux en mieux informés sur le comportementalisme, sur l'éthologie, à travers des documentaires, peut-être à travers le programme que vous proposez. On l'espère. Oui. Et à travers tout un tas d'informations qui circulent justement sur le comportement des animaux. Donc c'est un peu paradoxal. Et puis il y a une autre chose aussi, c'est que par rapport à la chasse, par exemple, puisqu'on parle du cerf, il y a une opposition qui est très marquée, de plus en plus marquée, en tout cas qui scinde, qui polarise vraiment les avis par rapport à la chasse. Mais d'un autre côté, on a quand même un retour très nostalgique d'une esthétique cinégétique avec justement la tête de cerf, le trophée, etc., etc. Donc c'est assez paradoxal en fait, cette situation. Est-ce que le cerf est une source d'inspiration quasi inépuisable ? Alors oui, parce que déjà c'est un animal imposant, puissant, parce qu'aussi il a ce côté mi-animal, mi-végétal, puisque évidemment ces bois font penser à une sorte d'union entre différents ordres, on pourrait dire même minéral aussi, d'ailleurs, par rapport à sa composition. Il y a le comportement, c'est un animal social, mais social saisonnier, donc avec des apparitions momentanées, la preuve, mais quand même relativement rares. Et donc il y a toute une part de mystère évidemment qui l'entoure. Et puis cette forte communication aussi bien sonore qu'olfactive qui est assez importante. Donc c'est un réservoir assez inouï de formes, de manifestations, de fascination. Oui. Vous avez vous-même assisté déjà au brame du cerf ou pas encore ? Alors, personnellement, non. Si, hier, en regardant l'émission, puisqu'il se trouve qu'au moment même où j'ai regardé le programme, j'ai eu la chance d'assister au brame et à la traversée du champ par 2 cerfs, d'ailleurs. Mais par contre, ça me fait penser surtout à une histoire, à une personne qui, elle, qui n'est plus aujourd'hui parce qu'elle était née en 1924, donc c'est une personne qui était très très proche de moi et qui en fait m'a toujours dit que l'une des plus belles choses qu'elle avait vécues dans sa vie, c'était d'assister au brame du cerf, et qu'il y avait ce mélange entre la sexualité et le sacré qui l'avait bouleversée. Mais vraiment.
C'est-à-dire qu'il y avait autant la présence de l'aspect sexuel, en fait, qui était vraiment un déploiement de cette énergie et de cette expression qui est liée au désir, au désir sexuel, mais qui avait aussi un caractère sacré qui était extrêmement présent. Et ça ne m'étonne pas du tout, parce que c'est vraiment cette ambiguïté-là qu'on retrouve vraiment beaucoup dans le monde de l'art, et peut-être même avant. Dans le cas du programme qui se déroule en ce moment de Slow TV sur le Bram du Cerf, diffusé en 24 heures sur 24, est-ce qu'on n'est pas proche du happening ? Alors, le happening, c'est une forme très particulière, parce que c'est une forme qui est apparue dans les années 50-60. On retrouve... elle est peut-être plus ancienne, parce que en fait, déjà chez les futuristes au début du XXe siècle, il y avait déjà des formes de happening qui étaient pratiquées. C'est peut-être même eux qui l'ont initié. Mais en fait, dans le happening, en fait, c'est une action artistique éphémère, avec ou sans public, enregistrée ou non, mais qui a une intention claire et ciblée. Alors ici, on peut être partagé, en fait, sur la notion. Ben voilà. C'est-à-dire qu'à la fois, on peut considérer que le cerf fait du happening, puisque quelque part, il a bien une intention très particulière qui est destinée à la fois aux biches et aux concurrents, aux cerfs concurrents. Donc il y a vraiment un déploiement, une démonstration de force, une intention qui en plus pourrait presque s'associer à un aspect esthétique sonore. Voilà. Et là, je pense tout de suite à Adolf Portmann, qui est un zoologiste et philosophe suisse, qui plutôt du début du XXe siècle, et qui voyait en fait dans les manifestations animales une part esthétique, justement, une volonté esthétique. Et je trouve cette pensée vraiment très intéressante. Donc, alors, sans forcément aller jusqu'à la notion d'animal artiste, ce serait autre chose, mais il y a une expression, en fait, qui est véritablement en lien avec une intention, en fait, esthétique. Et d'autre part, en fait, ce que vous proposez, en fait, ce programme, en fait, continu sans montage, et qui est un parti pris esthétique, qui pourrait presque être warholien, en quelque sorte, finalement, ça recrée un environnement naturel et qui est proposé à domicile, en quelque sorte, et qui répond peut-être à un besoin, qui répond peut-être à une intention aussi, et qui cible peut-être un public par rapport à la notion de temporalité, puisque ça propose de rentrer dans une temporalité qui est une temporalité animale, qui est à la fois une temporalité et une spatialité animale. Et moi, ça me fait penser à une autre œuvre, qui est une œuvre de Greta Alfaro, de 2009, qui s'appelait In Ictu Oculi, dans laquelle, en fait, Greta Alfaro avait installé une table, un festin, en fait, qu'elle avait pris en plan, on va dire, relativement large. Et petit à petit, on voit des ombres passer. Petit à petit, on voit un vautour prendre appui sur une chaise. Et au fur et à mesure, les vautours viennent dévorer le festin et viennent reprendre possession par l'alimentation de l'espace humain. Alors, le discours est complètement différent, mais il y a cette notion de rentrer dans la temporalité animale que je trouve vraiment très intéressante. Vous êtes également compositeur musical. Est-ce que le Bram du Cerf peut vous inspirer dans certaines compositions ? Alors, il pourrait le faire. Je ne l'ai pour l'instant pas, on va dire, utilisé. Je suis plus, de manière pratiquement plus traditionnelle, allé vers des sons animaux qu'on pourrait dire chant, cri, voix. Moi, j'aime bien la notion de voix, parce qu'en fait, c'est vraiment un langage donc de voix animales qui sont peut-être plus attendues comme des oiseaux qui sont vraiment mélodieux, voilà, peut-être. Alors, voilà, mais après, moi qui ai fait de l'électroacoustique, on n'a pas peur aussi des sons dissonants, que ce soit des sons industriels ou des sons organiques, et pourquoi pas le Bram. Pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Alors, est-ce que la nature, de façon un peu plus large, les animaux, peut-être la faune, la flore, vous inspire ? Alors,
Moi, c'est plutôt la question de la notion de nature qui me dérange un peu. C'est-à-dire qu'en fait, je ne considère pas, par exemple, que la nature va s'arrêter à la porte de la ville ou à la porte de la maison. Et en fait, j'aime bien créer des paysages sonores dans lesquels, justement, il y a une sorte de confusion entre des éléments qui appartiendraient plutôt à l'humain et d'autres qui appartiendraient à d'autres mondes non humains. Et pour moi, l'ensemble fait nature, l'ensemble crée nature. Et ce paysage sonore, en quelque sorte, en fait, joue pas mal justement sur la confusion. J'aime jouer sur la fusion ou la confusion. J'ai fait des pièces, par exemple, récemment j'ai fait une pièce cet été pour une exposition. C'était l'environnement sonore en fait d'une exposition qui tournait autour des oiseaux. Et en fait, j'ai transformé des sons d'insectes en sons d'oiseaux, des sons plutôt, on va dire, liés à l'activité humaine en sons d'oiseaux, ce qui fait que ça a fini par créer des troubles et on ne savait plus qui était l'oiseau. L'oiseau parfois était tellement ralenti que le son d'oiseau était tellement ralenti qu'en fait, on avait l'impression d'assister à l'expression d'un autre animal. J'ai fait la même chose, mais il y a bien plus longtemps, autour une pièce qui s'intitulait Baleine Usine, qui était composée de dessins et de compositions sonores, et dans laquelle, cette fois-ci, le trouble se faisait, la confusion se faisait entre des bruits plutôt machiniques et des chants ou des sons ou des voix de baleines, pour remettre un petit peu, pour jouer sur ces inversions un petit peu de valeurs, ces renversements de valeurs, et pour être quand même relativement critique aussi sur la question de la chasse à la baleine. Est-ce que l'auditeur se fait prendre ? Oui, très régulièrement. Alors, l'auditeur, on va dire expert un peu moins, parce que j'ai une amie qui est responsable de la LPO, là où j'habite, qui m'a dit mais j'ai quand même l'impression que ce n'est pas un oiseau. Mais bon, oui, mais globalement, oui. Mais il se fait prendre, mais en même temps, justement, c'est vraiment la notion de doute qui, pour moi, est intéressante et créative, justement. Y a-t-il des artistes contemporains dont le travail est entièrement tourné vers l'animal, ou en tout cas dans lequel il prend une place majeure encore aujourd'hui ? Alors, ils sont même assez nombreux, les artistes qui placent l'animal soit dans un travail précis, soit pratiquement à travers toute leur œuvre. Donc, ce serait très difficile de faire une liste exhaustive. Mais par contre, on peut en quelque sorte tracer un petit peu des axes liés justement à cette présence de l'animal dans leur œuvre. On peut voir en fait des catégories. Bon, souvent l'animal, de toute façon, est présent pour atteindre l'homme. C'est-à-dire qu'on fait le détour par l'animal pour atteindre justement un travers humain ou pour remettre l'homme face à par exemple, à ses incohérences. Alors, parfois, c'est de manière humoristique. Je pense à William Wegman et ses Braques de Weimar, qui en fait a un travail pratiquement entièrement consacré justement à ces chiens, qui sont ces chiens, qu'il met en scène et qui servent de parodie des représentations humaines, qu'il s'agisse de contes, de publicités ou autre chose. En fait, il relie, en fait, au sens de relire les représentations humaines à travers justement le prisme de ce chien. Et d'ailleurs, c'est la pochette la couverture que j'ai choisie pour mon bouquin. Il y en a par contre à l'inverse qui vont être très perturbants pour essayer justement d'atteindre l'homme et de le réveiller. Je pense à Oleg Kulik qui s'animalise, c'est-à-dire alors c'est encore le chien qui va investir, se laisser investir plutôt par cet animal, c'est-à-dire qu'il va vivre en chien. Il a vécu en chien dans les années 90 à travers des performances dans lesquelles il était le chien. On ne pouvait même pas dire qu'il faisait le chien, donc mangeait, avait un comportement de chien, et parfois même invectivait des passants en aboyant.
On a Greta Alfaro dont j'ai parlé qui atteint l'homme par l'animal grâce à cette notion justement de nutrition où on voit l'animal. Je parlais tout à l'heure du vautour, elle a fait pareil avec des sangliers ou pareil avec le même système de captation, de déambulation en fait de l'animal, dévore un énorme gâteau. Je pense à Pierre Huyghe, un film absolument extraordinaire qui s'appelle Human Mask, dans lequel un singe habillé en fillette avec un masque blanc qui fait penser un petit peu à une tradition japonaise, en fait va déambuler dans des... En fait, si on lit bien le cartel, va déambuler dans les rues de Fukushima. Et le trouble est énorme parce qu'en fait, on est partagé entre la compréhension qu'il s'agit d'un singe et en même temps la projection, évidemment, sur ce visage très, très, très humain. Voilà. Après, on a toujours l'animal symbole, allégorique qu'on va retrouver. Encore aujourd'hui, par exemple, il y a une production, si je pense à l'art aborigène, qui est toujours vivant, qui est toujours présent. On a cette notion on a l'animal à l'intérieur de ce qu'ils appellent le temps des rêves. Donc c'est une notion de déambulation un peu pointilliste. Là, l'animal est évidemment présent et très symbolique, très métaphorique. On a la version politique avec certaines performances, comme par exemple la performance de Vargas, qui date d'il y a quelques années, qui avait énormément créé la polémique sur les réseaux, où c'était un chien qui était abandonné à son triste sort dans une galerie, mais qui représentait aussi le paria, en fait, l'oublié, essentiellement des rues de Managa pour cet artiste. Et il y a un animal qui revient tout particulièrement, plus qu'un autre ? Particulièrement le chien, justement. Le chien qui contrairement au chat qui finalement obsède parfois nos réseaux sociaux, le chien est extrêmement présent. Il est en fait, c'est vraiment un animal qui a une proximité très particulière avec l'homme. Il y a la notion de coévolution, puisque le chien et l'homme se sont un peu bâtis à une époque, ont un peu bâti leur univers en commun. Et puis le chien, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette ambiguïté, parce que ça peut être le chien membre de la famille, donc élu au rang de personnes, parfois de personnes plus importantes d'ailleurs que d'autres. Et on a aussi le chien paria. Alors là, on a vraiment la parfaite ambiguïté. Mais par contre, vous avez aussi évidemment d'autres animaux qui vont être très présents pour des raisons diverses. Soit le lien qu'il a avec l'homme, donc on a évidemment le cheval ou autre. On a tous les animaux qui vont être chassés, qui peuvent représenter une certaine fascination. Et puis vous avez aussi les animaux qui sont des sortes de réservoirs, un petit peu de forme aussi, oiseaux, poissons, etc., qui eux vont permettre justement de déployer en fait une virtuosité artistique particulière. Merci beaucoup, Vincent Lecomte, d'avoir été avec nous pour échanger autour de la représentation animale et notamment celle du cerf dans le monde de l'art. Merci à vous.